Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28. Regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Notre mascotte ailé, le Piaf, oui, un petit oiseau, nous emmène dans des récits de vie sans tabou, honnêtes et inspirants. Maintenant, Maître Piaf, sur un arbre perché, nous tient à peu près ce langage. Oh là là, je suis tout chamboulé. Et vous savez pourquoi ? D'abord, parce que le 28, le Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social de Genève vient de me désigner comme nouvelle mascotte officielle de ce podcast sur la vie des assistants en soins et santé communautaire, les ASSC, comme ils disent. Quelle classe ! Moi qui ne fais que bâiller aux corneilles et regarder les passants qui passent. Et justement, je me suis perché dans un marronnier juste devant leur train. C'est au quartier des Charmilles. Depuis quelques jours, il en passe du monde par ici. Quelquefois, ils me laissent même des miettes de sandwich et aussi pas mal de paroles. Ces jeunes qui veulent se former ici. Alors moi, j'ai tendu l'oreille et cuit et quoi, ils nous en racontent, et particulièrement les assistants en soins et santé communautaire. Bon, pour vous donner une idée, voilà ce que l'un d'entre eux, Sarah de Almeida, assistante en soins et santé communautaire aux hôpitaux universitaires de Genève, disait ce matin au moment de mon petit déjeuner pour expliquer les particularités de cette fonction née d'une rencontre entre l'aide-soignant et l'infirmier. Alors je dirais que c'est un métier où on a tout le cahier des charges de l'aide-soignante et avec des actes médico-techniques supplémentaires du cahier des charges infirmier. Voilà ce que je dirais pour définir en tout cas notre fonction. Et puis que c'est un métier d'entraide, c'est un métier du quotidien où on est là pour soigner les gens et puis être près d'eux. Isaline Reus, chef experte à ASSC. Alors effectivement, ni infirmier, ni aide-soignant ou ASA. C'est un métier qui va se référer à des compétences spécifiques liées au métier, avec des fois des tâches qui sont similaires au métier d'infirmier ou d'ASA. Alors on fait quoi ? On s'occupe de personnes qui en ont besoin, concrètement. On va aller soit chez des personnes, prendre soin de ces personnes-là en fonction de soins qui nous ont été délégués, et puis on va s'en occuper, les amener à un endroit précis, avec des soins précis. Michael Pasquier, assistant en soins et santé communautaire à l'hôpital des Trois Chênes. Finalement, c'est tout le métier d'aide-soignant qui est réuni, plus des compétences infirmières dans certaines limites. On va faire des injections, on va administrer des médicaments et on prend bien sûr aussi en compte tout le côté relationnel, communication, etc. Géraldine Schweitzer, assistante en soins et santé communautaire à l'IMAD. La limite des actes médicaux aux soins à domicile entre l'infirmière et l'ASSC est très courte. À domicile, on va pouvoir faire quasi tous les mêmes actes médico-techniques qu'une infirmière, que ce soit du sondage, que ce soit un changement de poche de stomie, que ce soit des injections, que ce soit une tension, un semainier. On va pouvoir faire. Après, il y a un autre service, hôpital à domicile, HAD, où eux vont faire les actes plus poussés, qui vont être les chimiothérapies par exemple, mais que même une infirmière d'une équipe de soins à domicile ne va pas faire. Donc entre l'infirmière et la SCC, en termes d'actes médico-techniques, il y a pas. C'est plus sur le long terme. Il va falloir que vraiment la situation soit stable et connue pour qu'elle soit déléguée à la SCC. Les premiers changements de stomie, c'est l'infirmière qui va aller. Une fois que c'est évalué et que c'est stable, on va déléguer à la SCC. Vous comprenez un peu mieux pourquoi je reste sur ce marronnier depuis quelques jours. Ils en ont des choses intéressantes à nous partager. Et vous comprenez aussi qu'avec le 28, on veut y aller plus loin. Par exemple, découvrir comment se passe une de leurs journées de travail. Et voilà ce qu'on a entendu. Une journée type, j'arrive à 8h au bureau, je vois la tournée, donc les personnes chez qui je vais, je prépare mon sac à dos avec le matériel que j'ai besoin. Et ensuite, je pars chez le premier patient, je fais ce que j'ai à faire, que ce soit une douche, que ce soit des courses, du repas, des ménages,
lui préparer son semainier ou lui prendre la tension. Et ensuite, je vais chez l'autre et je continue ma matinée, ma journée comme ça. Certaines personnes, on va être les seules personnes qui vont voir de la journée, donc on prend toujours un temps pour échanger avec eux et voilà. Alors on a des chambres seules à 2 ou à 3, mais par exemple si on arrive dans une chambre à 3, j'arrive et c'est « Bonjour mesdames, comment allez-vous aujourd'hui ?» Je fais mon petit tour de chambre, je vois mes 3 patients, je me présente. Alors si je ne les connais pas du tout, je leur dis voilà, je me présente Mickaël, je suis la SSC du jour, je vais m'occuper de vous aujourd'hui. Après il y a des gens qu'on reconnaît, ah bonjour, vous êtes revenu de congé, comment ça s'est passé, etc. Finalement, on a des gens qui restent quand même facilement 2-3 semaines dans l'unité, on arrive à tisser un petit lien de confiance. Ah, je suis content que c'est vous qui vous occupez de moi aujourd'hui, etc. Et finalement, quand il y a un patient dans la chambre qui va nous connaître, ça donne énormément de confiance aux autres parce qu'ils se disent « Ah, ça, c'est quelqu'un d'unité. Visiblement, il est gentil, il s'est bien occupé de d'autres dames. Donc, avec nous, ça va bien se passer aussi. » Et on le voit tout de suite, les gens sont énormément détendus dans la prise en charge. Alors, pour commencer, on rentre dans la chambre. Et avec un chariot, on prend les constantes, on demande aux gens s'ils ont des douleurs, comment ils ont passé la nuit, souvent quand on est du matin. Donc c'est la première étape, on se présente toujours aussi auprès des gens. On explique aussi avec qui on est en binôme ou voilà. Quand on est SSC, souvent il y a quand même un binôme infirmier ou un infirmier sur l'étage en tout cas, qui peut être une source de référence. Je vais auprès des patients, donc je m'assure de leur bien-être à ce moment-là. Je leur administre les médicaments. Ensuite, je leur propose la toilette. Donc, s'ils veulent, la plupart des gens avec qui je travaille, moi, sont plutôt autonomes. Donc, je leur donne tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent aller se laver, voilà. Ensuite, je viens m'assurer que l'environnement est bien propre. Je refais le lit. Et puis, c'est beaucoup de discussions donc, avec le patient. Je reviens du coup à midi, pareil, redonner des traitements. Je m'assure qu'au niveau des douleurs, c'est stable. On fait une visite médicale aussi avec le médecin pour dire où est-ce que le patient en est actuellement, qu'est-ce qui va pas. Ça peut être aussi des prises de sang aussi qu'on fait auprès des patients. Et on regarde le laboratoire avec le médecin derrière. Il y a plein de choses comme ça du quotidien. Ensuite, il y a le moment du repas. L'après-midi, on fait des transmissions aux collègues qui prennent le relais et on va toujours revoir nos patients avant de partir pour savoir comment ils vont, s'il y a des gens des fois qui ont des gouttes oculaires ou des traitements que nous, on doit encore finir d'administrer sur notre horaire avant que le collègue puisse prendre le relais. Au départ d'une journée, j'aimais bien arriver un petit peu avant l'heure de l'horaire habituel pour sonder l'équipe, sonder l'établissement et prendre un petit café, m'installer, déposer mes affaires. Après, forcément, il fallait se changer, revêtir les vêtements d'habits de travail. Et puis après, généralement, la journée commence avec un moment de partage d'informations, des transmissions de l'équipe de nuit à l'équipe de jour en fonction de l'établissement. Et puis, il fallait comprendre ces transmissions, les prendre et les appliquer, voir ce qui était à l'ordre du jour aussi pour les personnes soignées et préparer le matériel, consulter les dossiers et rencontrer les personnes à soigner. Coucou, me revoilà, le petit Piaf du 28, toujours sur mon marronnier et toujours aussi curieux. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore que l'on me raconte pourquoi on a choisi son activité professionnelle. Alors moi j'ai commencé il y a 10 ans, j'étais le premier ASSC dans l'unité où j'arrivais. Que va faire la SSC? On n'en sait rien, il va faire le métier d'aide-soignant. J'étais déjà aide-soignant pendant 15 ans avant, donc c'était pas compliqué pour moi. Et les choses ont fait que je me suis battu pour finalement occuper un poste d'ASSC, de montrer mes compétences, qu'est-ce que je savais faire, comment on pouvait me faire confiance pour que je fasse mon métier. Et on a eu une infirmière chargée de formation qui est venue nous aider à développer nos compétences dans les unités. Aujourd'hui, 10 ans après, j'occupe pleinement un poste d'ASSC et au HUG, c'est la volonté de l'institution que tous les ASSC occupent véritablement leur poste. Alors moi, du coup, je n'étais pas du tout prédestinée à ça, même si j'avais toute ma famille qui travaillait à l'hôpital. J'étais dans le commerce, dans des études de commerce. Et puis un été, je suis venue travailler pour me faire des sous. Et du coup, j'ai passé une journée et tout de suite, j'ai eu un déclic. J'ai
adoré être auprès des patients, j'ai adoré l'univers, je pense même hospitalier. Je suis tout de suite rentrée chez moi et j'ai dit c'est ce métier-là que je veux faire. J'ai pas tout à fait choisi le métier ASSC pour ce qu'il est réellement, puisqu'il était assez inconnu au départ. Je crois que c'est plutôt le métier qui m'a choisi. Ça a été plutôt le fruit d'un hasard, de circonstances particulières, d'un choix de vie à un moment. Et une fois en formation, j'ai découvert plusieurs milieux de soins, certains qui me passionnaient plus que d'autres. Et puis, j'ai rapidement travaillé, j'ai rapidement trouvé du travail dans cette fonction-là, fonction qui était nouvelle, donc il a fallu l'installer dans les équipes et puis la développer, la faire comprendre. Ça a été un réel challenge, mais ça a vraiment été un challenge que j'ai aimé. Bien oui, entre le hasard et le choix, c'est un peu cela une orientation professionnelle. Et ASSC, quel métier! Magnifique! Et sûrement très exigeant, parce que confronté à la souffrance des autres. Alors, faut-il avoir un tempérament particulier pour s'engager dans cette profession? Alors oui, je pense qu'il faut effectivement avoir une certaine dose d'équilibre au quotidien pour pouvoir faire face, parce qu'on est confronté à toutes sortes de choses. Ça peut être la douleur. On n'a pas tous le même rapport à la douleur. Il y a des gens qui vont hurler, qui vont crier, donc ça, il faut aussi supporter. Il y a des gens qui vont cacher leur douleur aussi, alors qu'ils ont très très mal. Donc il faut aussi avoir le regard et le sens de l'observation pour se dire voilà, là, cette personne, je pense qu'elle a plus mal que ce qu'elle veut bien me dire. Il y a aussi des gens qui ont des gros déficits neurologiques, moteurs, voilà. Donc c'est effectivement pas facile au quotidien d'être confronté à des histoires de vie aussi, parce que les gens remportent leur bagage avec, ça peut être des gens accidentés de la route, des grosses histoires de vie où on est confronté aux familles aussi, qui peuvent être parfois en colère, ou des patients aussi en colère. Et ce qui est difficile, du coup, c'est de toujours pouvoir se dire, de prendre le recul nécessaire sur les situations. Et puis je pense qu'il faut surtout, comme je l'ai dit, avoir un sens de l'observation vraiment bien développé pour être dans la relation et être ancré dans ce qui se passe dans le moment présent, et puis de pouvoir apporter tout ce qu'il y a besoin d'être apporté aux personnes. C'est pas toujours, on va pas se cacher, c'est pas toujours évident. Mais après, je pense qu'on échange beaucoup entre collègues, déjà pour évacuer tout ce qu'on peut vivre. Et c'est sûr que quand on rentre à la maison, il y a des fois on décharge un peu aussi à la maison sur les conjoints, sur les gens qui sont autour de nous. Mais on a besoin, nous soignants, d'avoir des moments où on peut décharger. Après, on peut faire du sport, on peut faire du yoga, il faut que chacun trouve la chose qui lui plaît et qui lui fait du bien pour évacuer sa journée de travail. Aujourd'hui, dans l'unité où je travaille, on a des personnes de plus de 75 ans qui ont beaucoup de maladies cardiaques, des maladies respiratoires. La fin de vie est inévitable. On relativise toujours en se disant que c'est des personnes, entre guillemets, âgées, qui ont déjà bien vécu. Souvent, elles-mêmes nous le disent, si je dois partir maintenant, j'ai bien vécu. Le plus dur, c'est quand elles vont partir dans la douleur. On a des soins palliatifs, on les fait très souvent intervenir, on a des situations de soins qui restent malgré tout compliquées, où les gens ne sont pas confortables pour partir. C'est rare, mais ça nous arrive encore. Et c'est là où c'est compliqué à gérer pour nous, parce qu'on fait face à la douleur et on reste complètement impuissant dans notre situation de soins. Qu'est-ce qu'on reçoit au quotidien? On reçoit des sourires, on reçoit une caresse, on reçoit un merci, on reçoit parfois rien du tout, mais juste un regard, simplement un regard qui en dit beaucoup, de quelqu'un qu'on installe au fauteuil, puis qui nous regarde tendrement tout simplement. Ça voudra dire un merci. Alors je ne crois pas que ce soit un caractère ou des particularités de personnalité spécifiques. Je crois qu'il faut simplement être prêt à découvrir
des émotions, des situations, prêt à rire. Moi, j'ai beaucoup ri dans toutes mes activités professionnelles d'ASSC. C'est aussi d'être proche de situations graves. C'est aussi d'apprendre à aller au fond de soi, d'être prêt à aller au fond de soi et d'être prêt à découvrir chaque jour quelque chose de nouveau. Je vous le disais, depuis mon nid douillet, en direct sur Radio 28, le podcast du Centre d'information et de promotion des métiers de la santé et du social, ces assistants en soins et santé communautaire, ils en vivent des choses. Au-delà des difficultés, ils donnent de l'énergie pour faciliter la vie des patients. Bon, moi, j'ai encore tendu l'oreille pour quelques anecdotes. Le téléphone s'est déclenché, j'ai appelé quelqu'un et cette personne m'a entendu, finalement, sans que je le sache, parler à mon patient. Par chance, j'ai pas dit l'identité. Et j'étais en train d'expliquer au monsieur pourquoi je devais lui mettre une sonde urinaire ce jour-là. Parce qu'il avait un globe urinaire, il était agité. Et ce monsieur était en train de m'insulter de tous les noms d'oiseaux qu'il connaissait, essayer de se débattre. Et la personne, après, quand j'ai discuté avec elle, qui entendait ma conversation à l'autre bout du fil sans que je le sache, me disait « J'étais admiratif par ton calme parce que tu te faisais traiter de tous les noms et tu disais toujours « Mais monsieur, ça va être pour votre bien, je vous explique comment je vais faire, etc. » Et la personne me dit « C'était impressionnant. » Ce week-end, c'est vrai que j'allais chez un couple et le monsieur dormait, n'a pas voulu que je fasse les soins que je devais faire. Du coup, j'ai pris ce temps pour discuter avec sa femme. Et à la fin, elle m'a regardé avec un grand sourire en me disant « Merci et j'espère à bientôt ». Oui, il faut de l'humour dans ce métier et ça passe mieux des fois chez les gens avec une petite touche d'humour. Et c'est vrai que c'est aussi ce côté relationnel du domicile. C'est comme si on allait boire le café chez quelqu'un, une amie, une grand-mère. Donc on partage toujours. Alors l'humour, je le vois comme un des piliers importants de ce métier parce que faire rire les gens, ça désamorce énormément de situations. Ça enlève un peu de mal-être, de souffrance. Même si c'est instantané, si c'est très bref, ça aide. Récemment, il y a eu un patient qui a commencé à avoir des troubles de l'équilibre qui étaient récents. Du coup, il n'avait pas l'habitude que les gens le voient dans cette posture-là. Et il y avait une dame dans le couloir, une autre patiente, qui a dit « Oula, lui, il est vraiment alcoolisé ». Ça l'a énormément fait rire. Et du coup, ça a permis, lui, de désamorcer un peu sur ce moment-là. Il m'a dit « Ça m'a vraiment fait rire, du coup, qu'elle pense que j'ai pu boire de l'alcool et que c'est ça qui faisait que j'avais des troubles de l'équilibre ». Et sur le coup, ça m'a enlevé un peu mon handicap et je me suis dit « Bon, elle pense juste que j'ai fait la fête ». Et du coup, il a trouvé ça très drôle, en tout cas, et ça lui a fait du bien. Je me souviens qu'une personne qui souffrait de sclérose en plaques, très jeune, et avait aussi un grand sens de l'humour. Et c'était un jeune homme très taquin, et il rêvait de faire une bataille de boules de neige. Et puis, forcément, comme on est dans un lieu de vie où les personnes ont le droit d'exprimer leurs envies, et on essaye vraiment de pouvoir mettre en place les moyens pour réaliser leurs envies, leurs rêves qu'ils ont envie de faire, en fait, tout simplement. Il avait neigé et il y avait un grand champ juste à côté de son lieu de vie. Et il y avait, je ne sais pas, peut-être 30-40 cm de neige. On avait installé son fauteuil roulant au milieu de ce champ et on a fait une bataille de boules de neige. Alors forcément, lui, il ne pouvait plus bouger, mais je me souviens que ça l'avait fait vraiment beaucoup rire de recevoir et de faire une bataille de boules de neige. Et si les métiers de la santé et du social nous faisaient de nouveau rêver ? Vibration, échographie d'un métier, un podcast du Centre d'information et de promotion, le 28.
regard subtil et émouvant, au-delà des stéréotypes sur les métiers de la santé et du social. Voilà, vous avez pris du bon temps, j'espère. Et encore merci à Géraldine Schweitzer, Michael Pasquier, Sarah de Almeida et Isaline Reuss, tous et toutes assistants en soins et santé communautaire à domicile, en hôpital ou en institution et formateurs, qui m'ont permis de divulguer ces informations top secrètes. Et moi, je vais retourner dans mon marronnier, juste au-dessus du bâtiment où se trouve l'Ortra et le 28, centre de promotion et d'information des métiers santé et social, qui m'ont bien motivé à vous partager ce podcast. D'ailleurs, l'air de rien, on revient avec un nouvel épisode. À tout bientôt, cuit, coin, et à la prochaine. Ah oui, au fait, le podcast, vous pouvez le partager depuis notre site ortra-ge.ch et sur les plateformes podcast. Cette fois-ci, en vrai, je décolle.